Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire qui met en lumière des problématiques profondes et malheureusement encore bien ancrées dans notre société. L'affaire Peliko ou l'affaire des V de Mazan. Ce procès, au-delà des faits, illustre des réalités sociales douloureuses, celles de la culture du V, du patriarcat et de la masculinité toxique. Pourquoi, dans une société moderne, malgré des preuves accablantes, les victimes de violences sexuelles ne sont-elles toujours pas crues? Pourquoi le système judiciaire et la défense semblent parfois se moquer des souffrances vécues? C'est ce que nous allons décortiquer aujourd'hui. Dites-vous que ce procès est bien plus qu'une simple affaire judiciaire. C'est le reflet d'un système où, les amis, le poids du pouvoir masculin continue d'étouffer la parole des victimes. Life is a winding road. Alors, tout commence dans le petit village de Mazan, dans le Vaucluse. Pendant près de 10 ans, Dominique Peliko, un retraité, a drogué sa femme Gisèle avec de puissants sédatifs pour la rendre inconsciente. Pendant ce temps, il invitait des hommes à venir la veiller, filmant chaque acte. En 2020, j'apprends que mon géniteur, mon père, la drogue depuis environ 10 ans à coups d'anxiolytiques et de somnifères pour abuser d'elle et la faire abuser par d'autres hommes. L'affaire éclate donc en 2021 lorsque Dominique Peliko est arrêté pour avoir tenté de filmer sous les jupes des clientes dans un supermarché et c'est ce comportement suspect qui attire l'attention des autorités. Il prend des bonnes prises de vue, votre téléphone. Il est en train de filmer sous votre robe. Si, vous portez plainte. Il est en train de filmer sous votre robe le téléphone comme ça, à l'instant. Sans l'intervention de ce vigile, l'affaire dite des viols de Mazan n'aurait peut-être jamais été révélée. Nous sommes le 12 septembre 2020 dans un supermarché de la ville de Carpentras. Dominique Peliko est surpris en flagrant délit par un vigile de l'établissement en train de filmer avec son téléphone portable sous les jupes de plusieurs clientes. Il est en train de filmer sous votre robe le téléphone comme ça, à l'instant. Vous portez plainte? Je suis là pour rigoler, on le suit à la caméra, ça fait 4 fois. Allez, police direct. Vous restez là, vous bougez pas. Madame, je compte sur vous portez plainte. L'homme de 67 ans, aujourd'hui accusé d'avoir drogué son épouse pour la livrer à des inconnus, reste mutique pendant toute la scène. Et les autres clients, putain, il n'aurait pas lu les retrouver, il y en a 3 autres. Vous êtes un gros dégueulasse, vous, en fait. Ouais, vous êtes un gros dégueulasse. Vous avez de la chance, je vous jure, c'est ma mère, je vous arrache la tête. On va les attendre en salle d'interpelle. Je prends vos coordonnées, je vous rappelle dès que la police arrive pour le dépôt de plainte. Parce que là, il faut aller jusqu'au bout. Hein. Les comportements comme ça, c'est... Là, il n'a pas pu effacer les vidéos, je l'ai confisqué le téléphone. Ouais, c'est la 3e fois qu'il le fait avec les dames. Parce que malheureusement, on n'a que vous là pour le flagrant délit. Les autres clientes, on a attendu que ça soit confirmé. C'est bon. À de suite, madame. Encore désolé pour ce qui se passe. Allez, vous venez avec moi. Lors de cette enquête, les amis, qui a suivi cette arrestation, la police a perquisitionné son domicile et découvre des centaines de vidéos des V de sa femme stockées sur son ordinateur. Ces vidéos explicites, enregistrées à son insu pendant qu'elle était inconsciente, permettent d'identifier les agresseurs recrutés sur des forums en ligne. D'ailleurs, il avait un dossier sur son ordinateur intitulé « Abus ». Bref. Les amis, l'horreur ne s'arrête pas là. Les enquêteurs découvrent des images où la fille de Peliko et ses belles-filles sont filmées en sous-vêtements à leur insu. Bien que les preuves de V ne sont pas claires dans leur cas, Peliko les a utilisées et filmées probablement pour ses propres plaisirs. Puis dans le commissariat, ils vont reconnaître mon visage, ils vont m'identifier puisque derrière, ils vont retrouver des photos de moi où je suis supposée dormir à moitié dénudée. Je sais que je ne dors pas et je pense que moi aussi j'étais soumise chimiquement. Simplement, il n'y a pas de preuve tangible. Donc, mon géniteur ne sera jamais poursuivi pour ça. Lui nie, lui dit que non, il n'a jamais soumis, en tout cas, il ne m'a jamais drogué à mon insu. Il dit simplement qu'il me photographie dans mon sommeil. De toute façon, les amis, ces images montrent une exploitation sexuelle flagrante autant pour moi. Cette affaire illustre un des aspects les plus sombres du patriarcat où le corps des femmes est réduit à un objet de domination et d'exploitation. Du coup, les amis, les dynamiques de contrôle exercées par Peliko sur sa propre famille reflètent une violence institutionnalisée où la culture du V est normalisée. En tout, 92 V ont été recensés, 83 violeurs potentiels, 51 ont été identifiés et inculpés. Ils sont en train d'être jugés pour leur participation, tandis que d'autres n'ont pu être formellement reconnus.
Le procès actuellement en cours se déroule à Avignon et est d'une ampleur exceptionnelle. Les accusés sont des hommes ordinaires d'âge varié allant de 22 à 73 ans, exerçant diverses professions telles que pompiers, militaires, gardiens de prison, fonctionnaires ou même conseillers municipaux. Une grande partie des violeurs venaient de la région du Vaucluse et certains avaient déjà été condamnés pour d'autres crimes et dont les amis, cette affaire pose des questions importantes sur les violences sexuelles et les complicités silencieuses. C'est en fait, je vais dire ça comment, c'est en fait une démonstration flagrante de la culture du V. Pellico et ses complices se sont sentis en droit de disposer du corps de sa femme parce qu'elle était sous son contrôle. Ces hommes, pour la plupart issus des milieux respectables, se sont permis d'élever une femme sans défense, un acte qui pour moi souligne le sentiment d'impunité que renforce le patriarcat. Et si jusqu'ici tu n'as toujours pas saisi, dis-toi que la culture du V désigne cette idée qu'une série de comportements comme la minimisation des violences sexuelles ou la culpabilisation des victimes devient monnaie courante dans certaines sociétés. Ici, par exemple, ce ne sont pas seulement des actes individuels, mais je veux savoir un système de domination où la violence sexuelle est acceptée en silence. Pour moi, dans ma tête, non. Je sais pas commis un viol. C'est lui qui m'a donné son adresse. C'est lui qui est venu me chercher sur le parking. C'est lui qui vous dit de venir, mais c'est vous qui l'a touché sans son consentement. Sans son consentement, oui. Oui, sans son consentement, oui. Et donc, qu'est-ce que c'est quand on touche quelqu'un sans son consentement? Eh ben, oui, c'est viol. On en reviendra toujours. Ne me ferez pas dire ce que j'ai pas envie de dire. C'est oui, c'est un viol. Mais dans moi, j'en ai pas violé. Toujours aujourd'hui? Toujours aujourd'hui. J'ai été un violeur? Est-ce que vous dites ça aujourd'hui? J'ai été un violeur. Je n'allais pas pour ça. Pourquoi je dirais que j'ai pas eu le consentement? Je sais donc oui. Mais excusez-moi, j'arrive pas à dire le mot. Donc vous avez la... Elle ronfle. Elle a des ronflements. Et lui, il lui tient la tête. Il me dit pour la fellation, je fais ce qu'il me dit. Je fais ce qu'il me dit. En analysant les vidéos tournées dans la chambre cette nuit-là, les policiers notent que la victime manque de s'étouffer. Mais ça n'arrête pas Jean. Il se passe l'acte sexuel. Pas de réaction. Je regarde son visage. Je trouve ça un peu bizarre de pas de réaction, mais... Vous sentez que quelque chose ne va pas? Pourquoi vous ne partez pas? Je vous dis, ça s'est tellement emmêlé, non, je sais plus. Il est là, donc c'est que c'est ok. On se pose pas la question, comment je pourrais vous dire, mais tu n'as pas eu le consentement de la femme. Alors, droguée donc à son insu pendant des années, elle n'a découvert les horreurs qu'elle subissait qu'au moment de l'enquête. Donc, imaginez-vous un peu les amis. Les impacts psychologiques et physiques sur la victime sont immenses. Gisèle Pellico a souffert de graves traumatismes, découvrant a posteriori les actes dont elle a été victime. Elle a également contracté plusieurs maladies sexuellement transmissibles. Lorsqu'on avait notre maman au téléphone, régulièrement, on s'est aperçu à partir de 2015 qu'elle tenait parfois des propos incohérents. Parfois, on l'avait dans un état de léthargie un peu avancé, comme dans un état d'ivresse alors que ma mère ne boit pas une goutte d'alcool. On s'appelait le matin et elle me rappelait l'après-midi en ayant oublié de m'avoir eu au téléphone le matin même. Donc il y avait comme une forme d'incohérence du comportement et puis cet état un peu comme si elle était dans le brouillard et on ne comprenait pas. On lui a dit « Maman, va consulter parce que peut-être que derrière, il s'agit
s'agit d'un trouble neurologique. On s'est posé la question d'un problème cardiovasculaire. On s'est posé la question d'un cancer logé quelque part. Et en fait, les investigations médicales n'ont jamais rien révélé. Et pour cause, en fait, on ne cherchait pas au bon endroit. Et le 2 novembre 2020, je reçois un appel en fin de journée de ma mère qui m'explique avoir découvert le matin même au commissariat de Carpentras que son mari, cliché à l'appui, la drogue pour abuser d'elle depuis environ 10 ans et aussi pour la faire abuser par des hommes. On doit lui montrer des extraits issus des vidéos qu'il prenait durant les actes. On va lui montrer 5 clichés d'elle avec un homme différent à chaque fois et c'est son monde qui s'écroule. On retrouve notre maman au commissariat de Carpentras et là on va demander à voir l'officier de police qui est en charge de l'affaire. On apprend des choses les plus sordides les unes que les autres, quoi. On vit un cauchemar réveillé. Alors, aujourd'hui, les amis, 51 hommes comparaissent pour ces crimes odieux. Un procès hors norme en raison du nombre d'accusés et la complexité du dossier. La justice fait face à un défi colossal avec de nombreux accusés dont certains occupent des fonctions, comme je l'ai dit, plus au public respecté. Du coup, les tensions pendant le procès se font déjà ressentir, on va dire ça comme ça, notamment avec certains avocats de la défense qui, dans leur plaidoyer, ont tenu des propos jugés déplacés, voire sexistes, en tentant de discréditer la victime. Il y a viol et viol à partir du moment où effectivement il y a une intention coupable, à partir du moment où on arrive à rapporter la preuve du fait que la personne qui a commis les actes de viol avait conscience de commettre des actes de viol, il y a viol. Sinon, il n'y a pas viol. Et c'est ce que l'on dit depuis le début pour l'ensemble de nos clients. Et on n'est pas les seuls à le dire. Est-ce que le manque de consentement balaye pas tout ça? Alors le manque de consentement, on n'est pas en droit américain. C'est-à-dire qu'en France, il ne faut pas avoir recueilli le consentement de la victime pour faire en sorte nécessairement qu'il n'y ait pas de viol. Il faut, pour qu'il y ait viol, que la démonstration soit faite de l'intention coupable de l'auteur. Si l'auteur s'est trompé, s'est mépris, la Cour de cassation dit toujours qu'il n'y a pas de viol. Même quand elle est dans un coma, comme disait l'expert. Alors la question du coma, on l'examinera en détail pour savoir effectivement au cas par cas s'il y a coma ou pas. Nous le réfutons, nous ne sommes pas les seuls avocats à le dire. Nous réfutons cette analyse qui a été faite, qui a été une analyse partiale, on dirait presque partielle, par rapport à certaines vidéos et pas toutes les vidéos. Partie civile, pour les médias, c'est inaudible aujourd'hui de pouvoir effectivement envisager que ces hommes aient pu être dupés ou trompés. Finalement, quand, après coup, tout le monde leur dit « mais enfin, vous auriez dû, systématiquement, on les rappelle ». Mais j'aimerais qu'on se replace dans la situation dans laquelle ils décrivent, à savoir effectivement un contexte très particulier avec M. Pellico qui est extrêmement présent, extrêmement directif, et avec l'idée selon laquelle M. Pellico n'aurait jamais fait violer son épouse. Certains messages retrouvés dans le téléphone de Dominique Pellico attestent qu'il parlait sans ambiguïté aux hommes qu'il faisait venir chez lui. On reste en contact. T'es comme moi, t'aimes le mode viol. On est plusieurs couples à violer nos salopes. Il y en a quand même pas beaucoup qui regardent leur pompe. Il y en a quand même pas beaucoup qui blêmissent et qui semblent avoir honte. Hier particulièrement, chacun se présentait à la barre, j'ai presque envie de vous dire assez tranquillement, la tête haute. Eh bien écoutez, on va voir s'ils en sortiront la tête haute. Je pense que le visionnage des vidéos et la confrontation de leur ligne de défense avec les vidéos sera très intéressante, très instructive. Du coup, il faudrait rappeler que bien que la défense soit un droit fondamental, elle doit respecter la dignité de la victime et ne pas perpétuer la culture du V. C'est très important, les amis. Et en fait, cette affaire nous invite à repenser la manière dont la justice traite les affaires de violence sexuelle. Du coup, les amis, la question des limites de la défense dans ce type de procès est vraiment cruciale. Dans les affaires aussi sensibles, les avocats doivent défendre leurs clients sans verser dans la déshumanisation de la victime et la justice doit aussi s'exercer avec dignité, respectant la victime sans tomber dans la révictimisation, on va dire ça comme ça, ou la minimisation des faits. Alors, l'affaire d'Hervé de Mazan est pour moi, les amis, un symbole des luttes contemporaines contre le patriarcat et la culture du V. Elle montre que dans un village, les violences sexuelles peuvent être massives et insidieuses. La justice devra répondre avec fermeté et la société devra aussi continuer à se battre pour que de tels crimes ne soient plus tolérés.
Cette histoire, les amis, nous rappelle à quel point la violence sexuelle reste un problème très profond dans notre société. Il est essentiel que la justice fasse son travail et que les débats autour de ces affaires se déroulent dans le respect et la dignité. Bref. Alors, l'affaire Mazan dépasse la simple chronique judiciaire. Elle met en lumière les dynamiques oppressives du patriarcat où le pouvoir et le contrôle sur le corps des femmes sont normalisés. Elle souligne également l'importance de la justice dans la lutte contre la culture du viol, mais aussi la nécessité de changer les mentalités. Ce procès, en fait, représente un tournant dans la prise de conscience collective et un appel urgent à combattre la violence sexuelle sous toutes ses formes pour protéger les victimes et aussi protéger leur dignité. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche notification pour être au courant quand je poste de nouvelles vidéos. Alors prenez soin de vous et surtout prenez soin de votre santé mentale. Bye bye.